Ça, c'est votre émission préférée, Afrique et développement. Analyse et discussion des idées. Présentée par Kisongo Mbeleulu. Bonjour ou bonsoir, selon les endroits où vous vous trouvez. Et aujourd'hui, nous vous apportons encore un thème que vous trouverez intéressant. Le thème est intitulé « Oppression et développement » parce que nous voulons voir l'oppression dans la perspective du développement. Cette oppression est-elle frein au développement ou comment? C'est ce que nous voulons aujourd'hui parler avec les amis qui se trouvent sur ce plateau. Ce thème a été inspiré par le livre de Farida Bemba-Nabourema, le livre intitulé « La pression de l'oppression », publié en 2013 aux éditions Riovas. Mais avant de continuer, il faut qu'on vous donne un peu de biographie de Nabourema. Nabourema, selon le texte que nous avons trouvé, même dans les textes publicitaires, elle est née le 19 avril en 1990 à Lomé, au Togo, où elle a fait ses études primaires et secondaires. Après le bac, en 2007, elle est admise à l'université de Lomé dans le département de l'histoire. Elle parchevera ses études aux États-Unis où elle étudiera les relations internationales avec une spécialisation sur le Moyen-Orient à l'école des études internationales de l'American University à Washington, D.C. Et peut-être vous pouvez vous demander quel est le contenu du livre. Ici, il y a un petit résumé pour vous, mais si vous êtes curieux, il faut lire le livre. Le petit résumé que nous avons trouvé, c'est celui-ci. À travers une collection d'essais, Farida déballe les causes et les méthodes de l'oppression que les Africains subissent. Comme solution, Farida Nabourema appelle à une révolte contre l'oppression parce qu'elle remarque que les opprimés, qui sont les Africains surtout, sont tombés dans le pessimisme, dans le fatalisme et dans l'attentisme qui les empêche de se soulever contre les oppresseurs. Voilà un peu le contenu de ce livre. Un livre très intéressant que vous pouvez lire et en savoir plus. Mais pour parler de ce thème, je ne suis pas seul. J'ai deux invités avec moi sur ce plateau. À ma gauche, nous avons Alassane Savadogo, qui est un habitué de la maison déjà dans cette émission. Bonjour Alassane. Bonjour. Ça va? Tout à fait. Tout à fait. Oui. Prêt à décoller. Tout à fait. Ça c'est bon. Et à ma droite, j'ai mon ami Alioune Samb, qui est aussi présentateur d'une émission à cette télévision, mais on l'a invité pour discuter de ce thème dans l'émission Afrique et développement. Bonjour mon ami. Bonjour M. Kisongo. Ça va? Ça va très bien. Les choses bouillonnent déjà. Déjà, ouais. Ça c'est très bon. Ça c'est très bon. Ça c'est très bon. Donc, comme je vous disais, les téléspectateurs qui nous suivent en ce moment, nous voulons un peu voir l'oppression dans le sens du développement. Est-ce que c'est un frein? Ce n'est pas un frein. Et tout ça, nous allons, à travers des questions, découvrir. Et ma première question sera adressée à Alassane. Comment cette oppression se fait-elle sur le plan économique? Parce qu'elle a parlé de l'oppression sur le plan économique. Oh, merci de m'avoir donné cette opportunité pour qu'on discute des méthodes de l'oppression qui s'abattent sur les pays africains essentiellement. Et sur ce plan, bon, comme vous avez parlé de l'oppression économique,
Bon, je vais donner mon point de vue là-dessus, et toujours en rapport avec le livre que Farid a publié. Bon, l'oppression économique, en fait, c'est un système qui se manifeste de telle sorte que les pays africains n'ont pas les mains libres pour décider de la gestion même de leurs activités économiques, que ce soit au niveau de la production, la consommation, la transformation, tout est dicté de l'extérieur, précisément de l'Occident. Bon, on se rend compte que nos dirigeants obéissent au bout des doigts de ce qui vient de l'Occident, de leur patron de l'Occident. Bon, à travers... Que Farid ici appelle les maîtres. Ouais, justement les... Vous comprenez cette image déjà, on les appelle les maîtres. Les maîtres. Et les élèves n'ont qu'à obéir. N'ont qu'à obéir. Merci. Donc, en fait, tout ce qu'on fait, tout ce qui est produit en place, premièrement, ça peut venir même, bon, c'est des trucs que nous-mêmes nous pouvons transformer sur place. Et on a d'autres procédés même pour, on a quand même, comment on appelle ça, des ambitions même, des possibilités, en fait, je vais dire, pour produire tout ce qui est, tout ce que nous consommons et que nous pouvons transformer sur place. Mais avec les décisions qui viennent des maîtres, bon, on est obligé de produire tout ce qu'ils ont besoin pour leur industrie. Bon, ils vont raffiner ces produits au niveau de leur pays, bon, et puis revenir à un prix exorbitant. Bon, et néanmoins, les dirigeants que nous avons ne se soucient même pas de ça, de voir comment, quelles sont les méthodes que nous-mêmes nous pouvons utiliser pour transformer ces produits en place et puis les consommer nous-mêmes. Donc, ils obéissent au bout des doigts des décisions des maîtres. Donc, en fait, c'est une sorte d'oppression économique que les Occidentaux nous imposent. Tout à fait. Et moi, j'ai aimé, quand j'ai lu Farida, quand j'ai lu Farida, elle a dit ceci, elle a dit: consommons ce que nous produisons et produisons ce que nous consommons. Et ça, c'était très très bien. Produisons ce que nous consommons et consommons ce que nous produisons. Oui. Mais moi, je me demande, est-ce que c'est possible? Alioune, est-ce que vous avez une opinion en cela? Notre frère ici vient de parler de l'oppression. Comment ça se passe? Bon, si tu as un autre commentaire là-dessus, vous êtes les bienvenus. Et puis, si tu as un commentaire en ce que je viens de dire tout à l'heure, consommons ce que nous produisons, produisons ce que nous consommons. Et si c'est possible, tu peux aussi donner ces commentaires. Merci Kisongo et bonjour à tous nos téléspectateurs qui nous suivent aujourd'hui sur Tempo Afrique TV. L'oppression commence par l'économie. Quiconque contrôle ce que nous mangeons, quiconque contrôle ce que nous buvons, contrôle nos vies. La pression que nous subissons en tant que peuple africain, et que nous avons subi cette même pression pendant au moins les 600 dernières années. Le besoin de la naissance des États-Unis, c'est-à-dire que le besoin d'avoir la main-d'œuvre africaine a mis une pression sur les États africains pendant au moins 400 ans. On a subi la même pression économique pendant les 100 ans où l'Europe avait besoin de s'industrialiser. Donc, ça fait 500 ans où nous avons supporté le développement du monde pratiquement sur le continent africain. On a perdu les hommes les plus forts, les dames les plus fortes. Dieu seul sait quel est le pourcentage de nos populations qu'on a perdu pendant ces 4 siècles de l'esclavage et sur les 100 années où nous avons vécu sous l'ère coloniale. Sans compter maintenant les presque 60 ans d'après néocolonialisme que nous vivons jusqu'à présent. Donc l'impact de l'oppression, nous la subissons jusqu'à présent. C'est quelque chose de réel. C'est réel dans nos émotions, c'est réel dans nos psychologies, c'est réel dans tout l'aspect de la façon dont l'homme noir regarde le monde aujourd'hui.
Les petits ghettos qu'on trouve dans les villes américaines, c'est ce que l'Afrique représente au niveau global. C'est-à-dire qu'on représente jusqu'à présent une petite source où nous avons, s'ils ont besoin de ressources à prix bas, nous les fournissons ces produits-là. C'est-à-dire que la main-d'œuvre, elle est moins chère, le produit qu'on achète en Afrique, il est moins cher, mais quand on le revend à 100 fois plus cher que ce qu'on avait payé pour le pauvre Africain. Donc la pression de l'oppression, c'est quelque chose de très réel. La beauté du livre de Farida, c'est que c'est un livre qui a été écrit d'une façon très simple, dans un langage simplistique, qui peut, tout un Africain qui lise le livre peut comprendre la teneur de ce qu'elle veut représenter. Et parler d'économie, l'économie c'est la vie. L'économie c'est quoi? C'est-à-dire que c'est qui produit ce qu'on mange, c'est qui produit ce que l'on boit, c'est qui produit là où on habite, c'est qui produit l'éducation, c'est qui produit le travail lui-même. Donc c'est l'activité de la vie même qui est contrôlée par l'Occident actuellement en Afrique. Les livres que nous lisons, c'est des livres qui ont été produits pour les servir. Donc l'économie, tout en fait, c'est-à-dire que c'est l'activité humaine qui est représentée par l'économie. On ne peut pas parler de vie sans parler d'économie, parce que c'est le poumon de la vie, c'est-à-dire que c'est l'oxygène même qui fait vivre les gens. Merci à Lyon pour cette analyse qui est très très profonde. Et comme vous le dites, je crois que Farida a bien choisi les mots et les termes pour décrire cette oppression que nous subissons en tant qu'Africains. Et vous êtes allé un peu très loin en décrivant comment cette histoire de l'oppression a commencé et comment ça se perpétue jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, ma question est de savoir comment nous allons faire pour sortir de cela. Je sais que Farida appelle à une révolte, mais malheureusement, les dirigeants qui peuvent conduire cette révolte subissent aussi l'oppression politique. Alors, ma question est de savoir comment nous pouvons nous en sortir. Parce que Farida, dans son livre, parle d'une oppression politique. Elle a parlé de la démocratie, où les gens nous vendent une démocratie tronquée, qui n'est pas une réelle démocratie. Alors, et les dirigeants qui les servent, ils sont pris dans ces pièges. Comment pouvons-nous sortir de cette oppression? Voilà ma question. C'est une bonne question, M. Kisongo. Et pour répondre à votre question, c'est-à-dire, pourquoi je donne un peu l'historique, c'est parce que tout problème, il faut qu'on donne une certaine teneur. Il y a toujours une cause et il y a des conséquences. Donc, une chose, il faut savoir d'abord quel est le problème lui-même, le définir. Quelles sont les causes, quelles sont les raisons pour lesquelles on est dans cette situation dans le premier cas. À partir de ce moment-là, on peut trouver les solutions au problème parce qu'on a identifié les causes mêmes. En ce qui concerne la démocratie, l'économie, c'est ça la démocratie. C'est-à-dire que c'est une expression politique. C'est-à-dire que comment les gens veulent se nourrir, comment les gens veulent s'habiller, comment les gens veulent étudier, comment les gens... Parce que c'est toute une expression. Donc il y a une connexion de tous les secteurs. On peut pas déconnecter la politique de l'économie, c'est pas possible. C'est comme un mâle et une femelle. C'est-à-dire que c'est des liens, c'est ça la société. C'est-à-dire que c'est ce qui dicte comment les gens vont vivre sous certains cieux. C'est-à-dire que dans la politique américaine, les gens définissent leur façon de vivre, leur façon de produire. Voilà, donc pour appuyer, c'est que bon, vous avez dit comme qu'on ne peut pas déconnecter la politique de l'économie. Bon, on se rend compte même que dans nos pays africains en général même, bon, enfin, plus ou moins un peu partout dans le monde, bon, c'est les grandes multinationales qui font la politique. C'est eux leur agenda, nous suivons. Parce qu'ils ont les fonds, ils détiennent les capitaux. Bon, ils détiennent l'information, les médias, tout et tout pour faire passer. Les médias leur appartiennent. Donc, c'est ce qu'eux, ils veulent qu'on dise, qui va ressortir sur les médias. Donc en fait, c'est pour juste appuyer ce que vous avez dit, que bon, l'économie et la politique sont interconnectées, quoi. Donc, vous ne voyez pas que pour faire cette révolte, il faut une réforme des fonds. C'est-à-dire, il faut que ça commence même par l'éducation de nos enfants. Parce que même si nous nous révoltons, disons que nous allons dans la rue, nous cassons le système, mais nous avons toujours ces séquelles qui nous hantent avec nous. Est-ce que
vous pensez que seulement se révolter d'un coup comme ça peut résoudre le problème. Moi, je crois qu'il faut qu'il y ait une réforme des fonds. Il faut qu'il y ait des dirigeants qui sont très conscients de la situation, qui pensent à l'avenir des peuples, qui pensent à l'avenir des pays. Avant de faire cette réforme, il faut qu'eux-mêmes se transforment. Oui, bon, c'est pour cela, Farida, dans son livre, a parlé de 3 cas de choses, de 3 cas de dirigeants. Il y a les dirigeants pro-peuple, il y a les dirigeants démo-aristocrates, qui obéissent au maître, qui sont l'Occident, à leur maître de l'Occident. Et il y a les dirigeants qui sont venus accidentellement au pouvoir, qui par populisme se servent leurs intérêts ou bien travaillent à leur compte aussi. Donc elle a fait mention de ces 3 cas de choses, de ces 3 cas de dirigeants, les démo-aristocrates. Eux, en fait, ils sont là, c'est pour servir l'intérêt de l'Occident. Et les pro-peuples, très souvent, on leur jette des pots de banane. On crée des situations de révolte même à l'intérieur pour dire que non, ils oppriment leur peuple. Ou bien ils envoient des rébellions, ils mettent déversent des faux produits sur le marché. Ou bien ils mettent même des faux billets dans le circuit économique pour troubler la situation. Pour troubler la situation. Donc, moi, je pense qu'il faut conscientiser le peuple, il faut l'éduquer, savoir vraiment comment il doit lutter pour vraiment, pas seulement lui son avenir, mais l'avenir de ses descendants. Parce que si lui, il ne mène pas la lutte, finalement, même la génération qui vient va subir même une situation beaucoup pire. Donc, c'est comme si vous m'avez dévancé. Oui. Parce que quand je regarde à Lyon, quand je regarde la situation aujourd'hui, je trouve que les leaders que nous avons sont incapables de changer cette situation. Oui. Et ce n'est pas aujourd'hui que nous avons commencé à crier à propos de cette situation. Il y a des livres. Farida est venue s'ajouter à cette voix qui s'élève pour dire non, il faut que les choses changent. Et je suis très heureux de voir que Farida vient de lancer sur le marché un livre qui est vraiment qui pousse les gens à la révolte, pardon, parce que lui n'a pas mâché les mots, il dit tout simplement révolte. Les autres sont plus ou moins diplomatiques, mais elle a dit il faut une révolte. Donc, je disais que quand je regarde, c'est comme si nos dirigeants sont incapables de changer cette situation. Alors, ma question est celle-ci. Pourquoi les dirigeants n'arrivent pas à changer cet état de choses? Qu'est-ce qui est derrière? Nous connaissons qu'il y a une main invisible qui dicte les choses, mais pourquoi ils ne peuvent pas se débarrasser de cette main invisible? Elle répond à cette question, M. Kisongo, d'une façon beaucoup plus pragmatique. Sa façon de vivre, sa façon d'être répond à cette question-là. C'est quelqu'un qui n'écrit pas tout simplement, qui ne parle pas tout simplement de l'aspect intellectuel de ce débat. Dans ses actions de tous les jours, elle montre la voie, c'est-à-dire que c'est l'information. On ne peut pas changer la réalité tant que l'individu n'a pas changé. Ce qui a lieu de changer actuellement, c'est l'être humain, sa façon de se voir, la façon de voir le monde dans lequel il vit. Si l'individu, comme elle dit, est pessimiste, si l'individu est tenu par l'attentisme, mais qu'est-ce qu'il y a d'autre à attendre? S'il n'y a pas d'action, si on ne joue qu'à la défense, on n'attaque jamais, on ne produit jamais, on ne peut rien attendre de la réalité. Et il y a une façon erronée de voir la réalité, qu'on pense que le changement va venir des autorités. Non, on parle de démocratie, c'est le pouvoir du peuple par le peuple. Le changement doit commencer par le peuple. Si nous, peuple africain, nous changeons la façon dont nous voyons la réalité, mais les dirigeants qui vont venir nous diriger vont avoir plus peur de nous que des Occidentaux qui les mettent au pouvoir.
tant qu'on n'aura pas, parce qu'il y a deux facteurs qu'on dit ici aux États-Unis, ce qu'ils appellent the reward or the punishment. Si nous, peuple africain, on ne peut pas imposer aucun punishment sur nos leaders, et que ce punishment ne peut venir que de l'extérieur, mais ils vont répondre à la demande de l'extérieur. Oui. Ils ne vont pas demander la demande de l'intérieur, c'est-à-dire que nous, peuple africain, on n'aura aucun impact sur ce leadership. Alors qu'il y a toujours un give and take qui doit prendre lieu entre nous, dirigeants, et nous, peuple. Donc, ce qui se passe actuellement en Afrique, on ne fait que subir du haut. Ça doit s'arrêter. C'est-à-dire qu'on se demande toujours comment sortir de l'esclavage. Mais l'esclavage, une fois qu'on sait qu'on a un maître, mais on se libère des chaînes. On ne peut pas demander la permission à un maître de nous libérer des chaînes. C'est pas possible. Il ne peut pas. Ouais. Il ne peut pas. Un maître. Mais il y a un élément très important que nous sommes en train d'évoquer ici. Le peuple. Le peuple ne doit pas tellement compter sur les dirigeants. Vous l'avez dit, il faut que le peuple impose la loi. C'est ça la démocratie même. Il faut que le peuple impose la loi. Mais aussi est-il que ce peuple doit avoir des dirigeants. Et les dirigeants que nous avons, les politiciens qui sont dans les arènes du pouvoir, là, il ne faut pas y compter tellement. Mais il y a aussi une autre catégorie de dirigeants que nous appelons les opposants. Et ma question est celle-ci. Peut-on vraiment nous fier sur les opposants? Tout le système actuellement ne nous appartient pas. C'est ce qu'elle disait. C'est consommons ce que nous voulons manger. On ne mange pas, on mange des fromages qui nous viennent de France, on mange des pâtes qui nous viennent d'Italie. On ne consomme pas nos pâtes. Nos usines peuvent produire des pâtes de fognon ou bien des pâtes de gari ou bien de je ne sais pas quoi d'autre. On n'a pas besoin toujours de consommer ce qui se fait ailleurs. On peut produire localement ce que Sankara a prôné. C'est-à-dire manger, nous habiller en africain, consommer africain. Mais là, c'est là où le développement se détermine, la démocratie se détermine par rapport aux produits même que nous produisons et ce que l'on veut. Et c'est la même façon de penser, c'est notre façon de produire aussi à l'africaine. Mais si on attend toujours d'un leadership, mais ce leadership-là, c'est toi, c'est moi, c'est chacun d'entre nous. Les idées que nous produisons, c'est ce qui arrive dans le marché des idées. Et quand les Africains ont accès à ce produit-là d'une façon simple, dans nos langues nationales, c'est-à-dire qu'il faut que les gens comprennent que tant que la population ne sera pas informée, on ne peut pas parler de république. Tant que les populations n'auront pas accès à la bonne information, on ne peut pas parler de démocratie. C'est pas possible. C'est une utopie, ça. Si l'information n'est accessible qu'à une petite minorité d'individus, mais ça, on a une oligarchie, on n'a pas une démocratie. C'est pas possible. Donc là, il faut que les gens comprennent que ce que l'on veut, c'est démocratiser le savoir. C'est-à-dire, l'information doit être accessible à tous les niveaux de la population. Que chaque Africain comprenne quels sont les enjeux qu'on doit faire face. Et à partir de ce moment-là, les sacrifices, les populations seront bien présentées pour faire face à ces sacrifices-là. Mais Mao ne pouvait pas se présenter devant les Chinois et leur demander de porter deux tenues pendant toute l'année, pendant des années, et n'avoir qu'un seul enfant pendant des années. Mais ça, c'est des sacrifices pour qu'il y ait un peuple. Ouais. Voilà des lendemains meilleurs, mais pour l'instant, il faut se sacrifier. Nous, peuple africain, on veut tout. On veut mettre la graine le matin et le manger à midi. Mais ça n'existe nulle part. Il faut qu'on soit réaliste. Il y a un sacrifice qu'il faut consentir. Il y a du travail qu'il faut mettre en place. Et ce travail, ça prend du temps. Ça va nous prendre 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans pour atteindre ce seuil-là. Mais la démocratie, c'est pas quelque chose. Les Européens ne sont pas levés un bon matin et atteignent ce stade de démocratie. Donc c'est un travail de longue haleine. Mais il faut que nous, on soit prêts à consentir à ces sacrifices-là. Et qu'on arrive à une certaine maturité. Parce que nous, on voit le monde comme un jeu d'enfants où ça ne se passe pas comme ça. Il faut une certaine maturité émotionnelle, une certaine maturité psychologique qui va devoir pousser le peuple africain à atteindre leur propre destin, à leur propre temps, à leur propre manière. Mais ça veut dire qu'on croit en nous. On pense comme des Africains, mais on ne peut pas voir la réalité de l'Afrique tous les œillères que nous ont mis les Européens. C'est pas possible. Et à chaque fois qu'on fait une erreur, qu'on se dise qu'on n'est pas bien loti, non, ça ne se passe pas comme ça.
C'est-à-dire qu'il faut qu'on ait confiance en nous, qu'on fasse nos propres erreurs. Ça va pas, les Européens ont fait des millions d'erreurs pour atteindre le stade où ils sont arrivés aujourd'hui. Donc il va falloir qu'on fasse nos propres erreurs en tant que peuple africain pour atteindre tirer les leçons de ces erreurs-là. Les corriger et puis avancer. Avancer, ouais. Bon, comme le temps passe, il y a de très bonnes choses à découvrir dans les livres de Farida. Il y a de très bonnes choses. Mais comme le temps avance, je voudrais vous poser la question. Pouvons-nous dire que cette oppression est un frein à notre développement, comme nous sommes en train de voir l'oppression dans la perspective de développement? Tout à fait, oui, parce que cette oppression ne nous donne pas la liberté de conduire même, enfin, de gérer même nos économies. Bon, alors que quand on n'a pas la gestion de son économie, une économie qui est tributaire, complètement tributaire de l'étranger, de l'Occident, bon, il va sans dire que non, bon, on ne peut pas connaître le progrès. Parce que c'est comme si en fait notre progrès venait du gré de l'Occident. C'est ce qu'ils décident et ils veulent que bon, nos économies obéissent à certaines règles. Bon, alors que qui sont les leurs. Voilà, qui sont les leurs. Et ces règles nous sont totalement étrangères. Donc, enfin, comme conclusion, on peut dire que cette oppression dont il est question nous freine, comment dirais-je, nous maintient toujours dans la pauvreté et dans le sous-développement. Alioune, Farida parle de l'aide au développement comme une potion magique que le maître qui est l'oppresseur, donne comme pour pallier au mal de la pauvreté que lui-même a créé dans la population. Est-ce qu'il y a un commentaire là-dessus? C'est une mascarade. De l'aide au développement. Tout ça, c'est un show, c'est une com. Et ils ont pu contrôler. Vous savez, un homme, c'est contrôler sa pensée. Si on est capable de contrôler la pensée de l'individu, on contrôle l'individu totalement. Ce que les Occidentaux ont pu faire actuellement, c'est qu'ils contrôlent la façon dont l'Africain voit la réalité. C'est pour cela que vous voyez BBC Africa, vous voyez VOA Africa, vous voyez tout le monde Africa. Chacun produit un programme spécifique à l'Afrique. Parce que ce qu'il y a à contrôler, c'est la façon dont l'Africain regarde la réalité. Donc c'est difficile d'avoir de l'imagination, c'est difficile d'être créateur. Si l'homme ne pense pas par lui-même, c'est pas possible. Ce qui est grand en l'homme, le génie de l'homme vient de son imagination, de sa création. Ce que l'homme crée dans son cerveau, ce que l'homme crée avec ses mains, c'est ce qui définit l'individu. Mais si l'individu n'est plus capable de penser pour lui-même, si l'individu n'est plus capable de créer avec ses propres mains, on ne peut pas parler de développement, M. Kisongo. C'est pas possible. C'est que là, actuellement, les questions, et c'est ce que j'adore dans sa façon d'écrire, c'est-à-dire qu'elle pose des questions simples. On porte des vax, des habits vax. C'est des produits africains. Mais ça nous vient de Hollande. Donc le bénéficiaire, nous, tout ce que l'on vend, c'est le commerce, c'est le petit commerce de boutique que nous, on contrôle. Mais le produit, il est hollandais. Comment voulez-vous qu'on se développe? C'est des questions simples. Avec un produit d'autrui. Alors que ça, quand on parle du GDP national, c'est un facteur moins. C'est-à-dire que tu enlèves tout ce qu'on importe. On enlève ça de la production nationale. C'est pas possible. Donc comment voulez-vous, comme la façon dont on compte, ça favorise l'étranger. Nos économies sont pratiquement non existantes. Tout ce que l'on porte vient d'ailleurs. Tout ce que l'on mange vient d'ailleurs. Même les produits pour construire chez nous, c'est des sociétés étrangères. Le ciment, c'est contrôlé par des sociétés étrangères. Le fer qu'on produit localement, c'est des sociétés étrangères. Mais comment voulez-vous vous développer dans ces conditions-là? C'est-à-dire qu'on est perpétuellement dans l'attentisme, dans le pessimisme, alors qu'on devrait être beaucoup plus optimiste. Oui, allez. Je vais finir tout simplement cette pensée-là. Yeah. On devrait être optimiste parce qu'on a des populations jeunes. Nous, on a tout à faire actuellement dans nos continents. Tout est à faire actuellement. Le seul endroit actuellement sur Terre où il y a une grande marge entre là où les populations sont et les besoins, c'est chez nous. Mais ces entreprises, on va dormir, on va parler sur ces plateaux, jusqu'à ce que ce soit des étrangers qui vont
produire chez nous, c'est-à-dire que l'agriculture, l'agro-business étranger, comme il parlait tantôt, ça va être contrôlé par des compagnies étrangères comme Monsanto ou bien Cargill et autrui. On va acheter ces produits-là, mais ce sont des produits qui vont rentrer aux États-Unis ou quelque part d'ailleurs. Alors qu'on est assis sur du diamant, attendant que quelqu'un d'autre puisse venir l'exploiter. C'est pas possible. Ce pessimisme, cette façon d'attendre, je ne sais pas quelle manne que descend du ciel, il faut qu'on arrête cette façon de voir le monde. Donc quand elle parle de la révolte, c'est une révolte psychologique d'abord, c'est une révolte émotionnelle d'abord, c'est arriver à un stade où dire que il y en a assez, il y en a marre. Je m'en arrête là pour l'instant. Donc il faut que... Ouais, tout à fait. Non, moi, en fait, je voulais juste ajouter aussi sur ce que Alioune a dit, le secteur éducatif. Bon, même les programmes, même nos programmes éducatifs même sont décidés de l'extérieur. On n'a pas totalement cette liberté-là pour formater nos programmes de telle sorte que nous ayons des jeunes, des jeunes innovateurs. Bon, on se rend compte que nos programmes éducatifs même n'ont pas mis l'accent sur des secteurs scientifiques clés. Est-ce que vous voyez des jeunes qui seront même capables de produire des équipements dont nos économies même ont besoin pour fonctionner? Et donc tout ça, ça aussi c'est un autre aspect de l'oppression. Ok, merci beaucoup. C'est pour dire que la révolte à laquelle Farida nous appelle, ce n'est pas nous jeter dans la rue, Non. si j'ai bien compris. C'est-à-dire il faut que cette révolte soit mentale, psychologique, et même une révolte qui va relancer notre génie créateur. Voilà. pour qu'on puisse nous développer. Parce que sans cette créativité, comme on l'a souligné ici, il est difficile. Il est difficile de nous sentir des humains. Parce que tous, nous sommes des humains et nous avons cette capacité de créer les choses. Mais malheureusement, comme on l'a souligné plusieurs fois ici, nous sommes dans le fatalisme, l'attentisme. Donc, nous attendons tout de l'extérieur, de sorte que notre génie créateur s'est atrophié. Exactement. Donc, il faut avoir cette possibilité de lancer les jeunes. Et moi, je suis très content que les jeunes Africains de partout, aujourd'hui, sont en train de se réveiller. Oui. Et peut-être ça, c'est le début de notre salut. Ouais, c'est un processus qui... C'est un processus qui a déclenché. Il faut que les idées se transforment, qu'il y ait une métamorphose et finalement, nous allons arriver à conquérir notre liberté. Parce que on ne peut pas faire la démocratie sans un peuple libre. C'est un peu difficile. Ouais, mais ce qu'il faut retenir aussi, c'est que du côté de l'Occident, eux aussi, ils sont en train de déployer leurs efforts pour nous maintenir. Pour trouver d'autres méthodes, d'autres formules pour nous maintenir dans le système. Ouais. Donc, ça veut dire que le processus dont tu as évoqué, ça doit être vraiment un truc de continu et sans relâche. Afin de venir à bout de cette domination-là. Merci. Comme notre temps arrive presque à sa fin, je voudrais vous demander, il y a un mot de la fin que vous voulez donner au peuple africain et ça sera aussi votre tour. Farida est en train de mener un grand combat actuellement au Togo, où c'est son pays d'origine. Et ils se battent actuellement, c'est un grand combat qu'ils sont en train de mener, le peuple togolais. Et on leur envoie le bonjour et le soutien d'ici, de partir de Tempo Afrique. De leur dire que tout le peuple africain vous regarde. Et le peuple africain vous supporte aujourd'hui sur votre combat juste. C'est d'atteindre cette démocratie. Mais la démocratie, c'est pas tout simplement enlever un tyran. La démocratie, c'est être conscient de son futur. La démocratie, c'est en vouloir plus, c'est vouloir produire, c'est vouloir travailler, c'est vouloir penser, c'est vouloir produire des choses qui nous viennent de chez nous. Et ça, je lance un appel à toute la jeunesse africaine. Il est temps qu'on arrête d'être distrait. Distractions qui nous amènent à partir de la musique, des films qui viennent d'ailleurs, qui sont en train d'abrutir la jeunesse africaine. Actuellement, c'est de se battre, d'être les meilleurs en maths, d'être les meilleurs en physique, de produire de grandes choses dont le continent africain a besoin. Et au passage, j'envoie le bonjour à Farida, où est-ce qu'elle soit, ou sur Terre. C'est un grand livre et que j'ai adoré. Et bonjour à toute la jeunesse africaine d'ailleurs.
Merci beaucoup pour ce message. Je crois que le message est passé. Alassane, un mot je voulais tout simplement dire que on doit continuer de conscientiser la jeunesse africaine. Elle est consciente déjà. Avec les nouvelles technologies de l'information, la jeunesse est consciente, elle voit ce qui se passe dans les pays développés. Et puis avoir à l'idée, cette jeunesse aussi doit avoir à l'idée que le développement vient avec un sacrifice. Et il faut accepter ce sacrifice-là. Il ne faut pas vouloir un truc aujourd'hui, et mettre en place un truc aujourd'hui et puis le lendemain avoir le profit. Même si tu n'en profites pas, la génération future peut en profiter et ton nom reste dans l'histoire. C'est telle personne qui a fait ça. Voilà, donc c'est un message de combat continu, de patience, de persévérance que je lance à l'endroit de la jeunesse africaine. Un combat qui continue. Voilà le message. Les Africains doivent se réveiller et se lancer dans ce combat-là. C'est avec ce message que nous clôturons cette émission qui a eu le concours, la participation de Alioune Samb et Alassane Savadogo et moi-même qui vous a présenté l'émission qui sont Gombeleoulou. Merci aussi à notre frère et ami Malik Sall qui nous a permis de mettre cette émission dans les ondes. Merci beaucoup, au revoir et à la prochaine. Merci, bye bye.